à tous, bonjour, bonjour. J'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, donc je vais faire vite et je ne vais pas trop développer. Primo, je vais commencer par la crypto-monnaie. Alors pourquoi? Parce que ça se précipite, figurez-vous. Vous êtes nombreux en ce moment à m'écrire, à me demander des demandes de renseignements et comment investir dans le Zincoin, etc. Et parce qu'évidemment, l'ICO, c'est-à-dire l'opération commerciale du Zincoin, s'arrête le 27 juin. Donc si vous voulez investir dans le Zincoin à prix bas, c'est-à-dire en passant par mois à 35 centimes le Zincoin, c'est-à-dire plus bas que le Bitcoin en 2009, qui était à 0,40, que moi j'ai raté. Et si j'en avais acheté 10 000 euros à l'époque, je serais devenu millionnaire. Hein. C'était 50 000 fois. Ceux qui ont acheté du Bitcoin en 2009 ont gagné 50 000 fois leur gain, leur mise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand on me demande, mais on me dit mais c'est de l'arnaque. Il y a eu un article sur RT par Olivier Delamarche. Il a tout faux, Olivier Delamarche, dedans, tout faux. Voilà. Tous ceux qui ont acheté du Bitcoin le savent, on fait fortune avec les cryptos et il n'y a qu'avec ça qu'on fait fortune aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il y a le Zincoin, cette crypto-monnaie africaine qui est en train de se créer. La blockchain africaine sur laquelle bifurquera tôt ou tard le Zincoin pour être autonome va être en programmation dans un mois, va commencer la programmation qui va durer entre 9 et 12 mois et ça coûte entre 500 000 euros et 1 million d'euros la création d'une blockchain, sachez-le. Donc c'est évidemment que c'est lourd, que ça pèse lourd, que ça demande énormément de travail et que ça ne peut pas être une escroquerie en aucun. Voilà. Vous investissez dans quelque chose qui va devenir quelque chose de. Voilà. Vous ne pouvez pas perdre d'argent là-dedans, c'est impossible. Donc, bah, c'est impossible, évidemment, sauf si une astéroïde nous tombe dessus, mais sinon je ne vois pas. Et sachez qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont en train de rentrer dans le Zincoin et qui vont bientôt en faire la promotion. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je le sais. Hein. Je suis aux premières loges, moi, hein. Et on m'a demandé de garder pour l'instant le silence. Donc je ne dis rien, mais vous allez avoir des surprises très bientôt, vous allez voir. Donc, sachez que quand vous m'envoyez « Mais t'es sûr que c'est pas une escroquerie ?» Regardez les lives, par pitié, on a fait 4 lives avec Karim, regardez-les. On vous a tout expliqué. Le seul article que vous me sortez systématiquement, c'est l'article de Salim Laibi, qui est caduque, qui est diffamatoire et qui n'a pas lieu d'être. Même mes amis me disent « Mais on a recherché sur t'es sûr, on a trouvé ça ». Et ils me ressortent l'article de Salim Laibi. Salim Laibi a fait une erreur cruciale. C'est que Karim n'a jamais été condamné pour escroquerie. Il a été interdit de gestion en France pour une quinzaine d'années parce qu'il n'a pas payé le fisc, il n'a pas payé l'URSSAF, parce qu'il a coulé sa boîte et que ça peut arriver à tout le monde. Mais en coulant sa boîte, mon père a coulé sa boîte, hein. Mais en coulant sa boîte, il a payé son personnel et il a payé ses créanciers. Il n'a pas pu payer les charges, les taxes, il n'a pas pu payer les impôts. Voilà. Et c'est l'État français qui l'a mauvaise après Karim parce qu'il n'a pas pu payer l'État français. Mais il n'a pas été condamné pour escroquerie. Il a escroqué personne, Karim. Hein, et c'est quelqu'un qui est en ce moment en France, hein, pour quelqu'un qui soi-disant est interdit de France, comme dit Salim Laibi, vous voyez, comme quoi il est diffamateur. Karim est actuellement en France, est en train de vous rencontrer, hein, les investisseurs qui souhaitaient investir anonymement, car on ne pourra plus investir anonymement à partir du 27 juin, normalement. Hein. Voilà, alors pourquoi investir dans la crypto? Rapidement, vous me demandez, mais quel intérêt? Bah, l'intérêt, c'est, j'ai envie de vous reposer la même question, quel intérêt de garder votre argent dans les banques françaises? Non mais expliquez-moi, je vais vous expliquer vite fait pourquoi je vous dis ça. Voilà, la Deutsche Bank, qui était la banque la plus solide d'Europe, hein, avait déjà, vous le savez, en 2016 vu son titre chuter, hein, et descendre au plus bas de son cours historique. En 2016, il était descendu à 10,55 €. Hein, le cours de la Deutsche Bank. Puis il était remonté à 110 € à peu près il y a encore quelques jours. Et il vient de se casser la gueule il y a exactement 3 jours, enfin le 7 juin. Ça fait plus de 3 jours, là, je dis n'importe quoi, on est le 14, donc ça fait une semaine. Il s'est cassé la gueule littéralement, perdant 95% de sa valeur. Oui, la Deutsche Bank, l'action de la Deutsche Bank est passée de 110 € à 5,97 €. 95% de chute de sa valeur. Si vous ne croyez pas que les banques peuvent faire faillite, renseignez-vous un peu. Hein. On est au bord de l'écroulement total des banques. 95% de chute libre de l'action de la banque, de la Deutsche Bank. C'est pas n'importe quoi la Deutsche Bank. Alors, pour l'instant, comme le dit cet excellent article que j'ai vu sur un site qui s'appelle Insolentia,
insolentia. En fait, ça va très mal dans toutes les banques, y compris les banques françaises, elles sont surestimées. On se demanderait bien pourquoi nos banques françaises vaudraient 10 ou 15 fois plus que la Deutsche Bank, en réalité c'est pas le cas. Et si demain vous remplacez Mario Draghi qui fait marcher la planche à billets pour renflouer les banques, hein, si vous le remplacez par quelqu'un qui ne triche pas, vous avez un effondrement total des banques européennes et de la bourse européenne. Total. Hein. Alors, parallèlement à ça, le Bitcoin que vous critiquez, ouais, mais le Bitcoin c'est monté puis ça s'est écroulé. Ouais, le Bitcoin depuis 2 mois a pris 300%. 300% en 2 mois. Mais c'est pas tout. Le Bitcoin, aujourd'hui, si vous achetez du Zincoin en passant par moi, vous l'avez à 0,35 centimes. C'est-à-dire le prix à peu près auquel vous touchiez le Bitcoin en 2009. En 2009, moi, j'ai pas voulu en acheter du Bitcoin. J'ai raté 40 millions d'euros. Pourquoi? Parce que ceux qui ont acheté du Bitcoin en 2009 ont gagné 50 000 fois leur mise. Pas 300%, pas 3 fois, 50 000 fois leur mise. Aujourd'hui, si vous achetez du Zincoin et que le Zincoin monte à entre 100 et 400 dollars, ce qui est envisageable hein, quand la blockchain sera terminée, quand vous avez acheté quelque chose à 0,35 centimes et qu'il passe d'un coup à 100 dollars, vous faites une culbute de 250 fois, et si c'est 400 dollars, vous faites une culbute de 1000 fois. Voilà la raison d'investir dans la crypto. Il ne s'agit pas de mettre toutes vos économies, mais voilà une très bonne raison d'investir dans la crypto et de ne pas laisser votre argent dans les banques. Parce que les banques vont s'écrouler. Je ne sais plus dans quelle langue il faut qu'on vous le dise. Je viens de vous expliquer que la Deutsche Bank s'écroule de 95%, mais vous allez encore me dire « Ouais, mais c'est quand même une arnaque parce que Salim Laibi a dit. » Voilà, donc je vais très vite sur ce sujet. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Alors, là, il y a beaucoup de choses. Je vais continuer. Sachez que Paris, alors que la France est en train de s'écrouler sur le plan économique et que les classes moyennes disparaissent, hein, il faut le savoir. À Paris, il n'y a plus de classe moyenne quasiment. Il n'y a plus que des appartements pour riches et il n'y a plus que les quartiers où on entasse les pauvres et les migrants. Voilà. Donc Paris est en train de devenir finalement un futur coupe-gorge parce que quand il y a des ultra riches et des ultra pauvres dans la même ville, en général, ça finit en coupe-gorge. La classe moyenne disparaît, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat. Il n'y a plus de pouvoir d'achat parce qu'il n'y a plus de croissance. Il n'y a plus de croissance parce qu'on est dans un système qui va s'écrouler. Hein, il faut le savoir. Voilà. Sachez aussi que les globalistes n'attendent plus qu'un événement majeur pour provoquer le krach économique mondial. Hein, on est au bord de ça. On est tout à fait au bord du krach économique mondial et ceux qui tiennent les rênes là-haut savent qu'il va y avoir bien entendu des gens qui vont perdre énormément, mais ceux qui tiennent vraiment les rênes ne perdront pas parce que ça fait déjà longtemps qu'ils l'ont prévu ce krach. C'est eux qui vont décider quand et comment ça va partir. Il suffit d'un événement majeur. Quel est cet événement majeur? La question est en suspens, je ne le sais pas moi-même. Hein, je ne sais pas moi-même. Qu'est-ce qui va les forcer à faire écrouler tout ça? Tout ça s'inscrit bien entendu dans un agenda. Alors vous êtes nombreux à me demander, mais c'est quoi cet agenda? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils veulent nous remplacer? Pourquoi est-ce qu'ils font la guerre comme ça aux propriétaires, à ceux qui ont des terrains, à ceux qui ont des maisons familiales depuis des siècles, à l'île de Ré, à l'île d'Oléron? D'un coup, ça devient, c'est taxé sur les grandes fortunes parce que le patrimoine devient d'un coup super cher, c'est super coté. D'un coup, une maison qui valait 200 000 francs il y a 20 ans, aujourd'hui, ça vaut 1 million d'euros, donc on est obligé de payer l'impôt sur les grandes fortunes, où on est taxé comme c'est pas possible sur la maison de ma grand-mère. Ils font tout exprès pour vous prendre la maison de votre grand-mère, justement, pour que vous puissiez plus pouvoir vous-même l'entretenir, donc vous serez obligé de la vendre. Le but, c'est de vous foutre à poil, c'est de vous faire partir. Alors vous me demandez, mais pourquoi? Pourquoi ils nous font partir? Ils appliquent l'agenda 21 de l'ONU, qui lui-même applique le plan Kalergi-Koudenov. Renseignez-vous, j'en ai déjà parlé longuement. Donc si vous ne savez pas, écoutez, si vous ne savez pas, renseignez-vous. Alors, je vais passer un petit peu du coq à l'âne. Évidemment, le jour où cette crise majeure cet écroulement financier, économique et bancaire va arriver, et c'est imminent. Il y en a qui l'attendent pour la fin de l'année, cette année-là. Il y en a qui l'attendent pour la fin d'année, là, 2019. Moi, je dis 2020, 2019, de toute façon, les voyants sont au rouge depuis 2-3 ans, donc ça aurait déjà dû arriver, donc ça va arriver, c'est incessamment sous peu. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui va provoquer? Quelle va être la... Je ne sais pas encore.
Par contre, évidemment, le jour où ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être pénurie d'argent partout, vous ne pourrez plus retirer d'argent dans les distributeurs, hein. C'est fini, hein. Tout ce que vous avez en banque va vous être piqué. Comprenez bien, hein, vous ne verrez plus jamais votre argent. Alors ceux qui, à ce moment-là, qui m'auront dit « C'est une arnaque ton Salim Laïbi, ton Karim, ton Zincoin, c'est une grosse arnaque, tu nous as demandé de mettre de l'argent là-dedans, tu es en train de signer ton arrêt de mort, là, hein? Ah ben nous, on a confiance en notre banquier. » Ouais, et ben ce jour-là, vous m'excuserez, hein, mais je vous dirai, je vous ferai ça, vous voyez. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez été aveugle, sourd, pendant des années. Hein. Et j'ai beau vous expliquer que la Deutsche Bank s'écroule de 95%, il y en a qui vont encore garder leur argent dans les banques, hein, j'en suis sûr. Il faut juste être maso. Hein. Alors le jour où ça va arriver et que les gens pourront plus retirer leur argent au distributeur pour aller acheter leur Nutella, comme ils le font toutes les semaines, ce jour-là, ça va être, vous vous doutez bien, ça va être les émeutes dans les grandes surfaces. Ça va être l'affrontement final. Ça va être les racailles qui n'attendent que ce moment-là pour sortir leur calache et aller tirer sur tout ce qui bouge pour aller récupérer les stocks de Nutella. Sachez-le. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens qui viennent, les gens qui composent les racailles de France, des cités, malheureusement des départements qui sont aujourd'hui majoritairement africains et nord-africains, il faut le dire, sachez que dans ces pays-là, la culture de ces pays-là, c'est que si vous enlevez tout ordre policier, c'est l'anarchie qui règne. C'est-à-dire c'est des émeutes, c'est des rixes, voilà, c'est vraiment des mouvements de foule, c'est des affrontements, c'est comme ça dans ces pays. Hein. Voilà, c'est des pays, le jour où il n'y a plus d'ordre policier, d'ordre étatique, c'est l'anarchie qui règne. Hein. Voilà. Je ne vais pas plus développer ça, mais moi, bon, voilà, j'ai déjà pas mal voyagé, je peux vous garantir que s'il n'y a pas un policier à chaque feu rouge, tout le monde grille les feux rouges. C'est comme ça. En France, il n'y a pas de policier au feu rouge, parce qu'on est éduqué, on a une éducation civique qui fait que, bah oui, quand il n'y a pas de flic, même au feu rouge, on s'arrête au feu rouge. Enfin, on s'arrête à un passage piéton. Sachez que dans les pays africains ou nord-africains, un passage piéton, personne ne s'arrête s'il n'y a pas de police. Sachez-le. Ça veut dire qu'en France, tous ces gens qui viennent de ces contrées africaines, le jour où ça va partir en vrille, mais les Français vont se dire je ne comprends pas, au nom de la tolérance, on les a laissés rentrer, maintenant ils nous tapent dessus pour prendre tout le Nutella. C'est ce qui vous pend au pif, et ce jour-là, je ne vais pas rigoler du tout. Je ne vais pas rigoler du tout parce que ça va être une boucherie, les enfants. Ça va être une boucherie. Alors vous me dites, t'es anxiogène, mais c'est pas moi qui suis anxiogène, mais vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Je vous dis, vous n'avez plus de solution aujourd'hui. Ou vous vous battez, pas pacifiquement, je sais, je ne suis pas en train d'appeler à la guerre, mais c'est se battre aujourd'hui, c'est plus se battre. Ah, il est jaune, vas-y, tire. Non, parce que là, ils ont des balles réelles. Attention, ça va finir en massacre, l'histoire. Et vous verrez que ça va très mal finir. Très mal finir. Pardon, mais je le sens. Voilà. Et je le sens depuis très longtemps. Ça fait 40 ans que je le sens. Ça fait 40 ans que je dis le département du 93 finira arabisé, islamisé. Bon, bah ça y est, c'est fait. Et ça fait 40 ans que je dis qu'il y aura une guerre civile dans ce pays. Et ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Ça arrivera peut-être même avant la crise bancaire. En même temps, en tout cas, c'est à peu près certain. C'est pas la victoire législative en France du voile islamique qui va me donner tort. Car il est désormais de nouveau autorisé aux élèves de pouvoir porter le voile islamique à la sortie des écoles. Alors, à la sortie des écoles, c'est-à-dire plus dans l'école, mais à la sortie. Mais la sortie, c'est quand même dans la rue. Et la rue, c'est quand même un lieu public. Et bien, malgré tout, ils ont gagné. Ils auront le droit de porter des voiles islamiques dans la rue. Vous allez me dire, mais que ça peut foutre, c'est bon, c'est pas grave. Eh bien, vous comprendrez le jour où il n'y aura plus d'argent dans les banques. On en reparlera. D'accord? Alors, Sibeth Ndiaye, elle nous explique que c'est la porte-parole du gouvernement. Vous savez, celle qui a dit oui, j'ai pas honte de le dire, je mens pour protéger mon président. Oui, je mens, oui, tout à fait, oui. Je mens parce que j'ai besoin de faire manger ma famille, j'ai besoin de croûter, d'avoir un salaire, et de toucher un salaire et une pension à vie en tant que ministre et porte-parole, oui, bien sûr, évidemment. Elle nous a dit, il faut comprendre que tout le monde devra travailler un peu plus bientôt. Oh, bah ça, on s'en doutait, si bête. C'est pas si bête d'ailleurs de nous l'avoir dit, de nous l'avoir rappelé. Hein?
Alors, pendant ce temps-là, pour la chef de l'IGPN, car c'est une femme, figurez-vous, la chef de l'IGPN. L'IGPN, c'est, vous savez, le contrôle, la police des polices, l'inspection générale des polices. Elle a dit non, 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 il n'y a pas eu de violence policière contre les gilets jaunes. On a bien regardé les vidéos, on a bien regardé la liste des blessés, on ne comprend pas. Les gens qui ont perdu un œil et une main ont dû glisser. Et ils ont dû tomber malencontreusement sur une brindille qui a dû leur rentrer dans l'œil, car non, nous ne voyons pas de violence policière. Voilà donc la conclusion de la police des polices, donc l'IGPN, qui a dit mais on ne voit vraiment pas où est le problème. Mais de quoi vous parlez depuis des mois, les gilets jaunes, là? Vous vous plaignez de police qui serait violente? Non, non. Nous avons tout regardé, tout épluché, cas par cas. Aucun problème, pas de violence. Ça va? Vous tenez le coup? Vous n'avez pas envie de vomir encore? Parce que moi, je n'habite pas en France et j'ai envie de gerber. Donc, je vous le dis, c'est immonde. Hein? Voilà. C'est juste abominable. Donc, je vais bifurquer sur un autre sujet. En ce qui concerne la banque, sachez que... Alors, pour ceux qui me font des dons sur Tipeee et qui veulent m'envoyer des dons, ne le faites pas sur PayPal. Pourquoi? Parce que je ne peux pas récupérer l'argent, déjà. C'est clair et net. Étant donné que je n'ai pas de compte en banque américain ni de compte en banque en France, je ne peux pas récupérer l'argent sur PayPal. Il faut que je l'envoie à quelqu'un. Ça me coûte 50 € de frais de transaction. Et ensuite, ce quelqu'un doit lui m'envoyer cet argent sur mon compte bancaire ici. Et c'est limité, il est limité parce que pour contrôle d'évasion fiscale, ils ne peuvent pas m'envoyer les sommes que je récupère. Mon propre père m'a dit « Ah mais ma banque m'a demandé un rendez-vous parce qu'il se demande pourquoi il faut que je fasse un virement sur un compte marocain parce qu'on n'a pas le droit d'envoyer plus de 1000 €. Parce qu'au-dessus de 1000 €, c'est considéré comme supposition à l'évasion fiscale. » Je lui ai dit « Mais change de banque, putain. » Mais j'ai dit « Mais arrête tout. » Je dis je finirai par venir, tu vas me donner cet argent en cash, et puis moi, quand je viendrai le chercher, je le passerai, je le déclarerai à la douane marocaine, et il n'y aura aucun souci, hein, puisque je suis ressortissant marocain au Maroc. C'est scandaleux, c'est honteux, mais c'est gerbant, mais ce pays me file la gerbe, je ne supporte plus, je ne peux pas supporter qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut avec l'argent qu'on gagne. Ça m'est absolument insupportable, cette dictature. Parce que c'est une dictature bancaire. Hein. Alors après, vous me dites, mais quel intérêt doit être dans la crypto? Mais si mon père avait de la crypto-monnaie, il aurait acheté avec l'argent, mon argent, il aurait acheté de la crypto et il me l'aurait viré immédiatement sur ma wallet en une fraction de seconde avec 0 centime de frais. Je l'aurais eu tout de suite. Et vous me dites, mais quel intérêt d'investir dans la crypto-monnaie? Mais je le vois l'intérêt, moi. Croyez-moi, parce que vous voyagez pas, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peut-être jamais vécu à l'étranger, mais quand on voyage, qu'on bouge, on voit les choses de loin, on voit les choses de plus haut, figurez-vous. Et donc on voit les choses à l'avance par rapport à ceux qui sont autochtones et qui sont sédentaires et qui ne bougent pas. Et moi je vous dis, ce qui nous arrive à nous, avec les difficultés qu'on a pour récupérer notre argent, vous allez les avoir vous tôt ou tard. Et vous comprendrez, quand on vous dit des choses, quand moi je vous dis des choses, c'est parce que ça va vous arriver. Croyez-moi, croyez-moi. Voilà, s'il y a bien une chose sur laquelle vous pouvez me croire, c'est bien ça. Bon, alors, sachez maintenant que ce qui se passe, il se passe des choses dans le monde. Hein, il y a des bateaux, des pétroliers d'Arabie Saoudite et des pays du Golfe qui ont été bombardés. Oui, ils ont été bombardés. Des pétroliers du Golfe, dans le Golfe d'Oman. Et on a accusé l'Iran. Ah tiens, c'est bizarre ça. Tiens, c'est bizarre ça. L'Iran n'a jamais bombardé un pétrolier de sa vie, mais aujourd'hui, maintenant que tous les bateaux de guerre américains sont dans le Golfe d'Oman et qui veulent déclencher une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, c'est bizarre. Un pétrolier d'Arabie Saoudite s'est fait bombarder, dit-on. Alors on ne sait pas par qui, mais les enquêtes américaines ont dit c'est sûrement l'Iran. Hein, c'est un Iranien que je vois, ils ont dit. Oui, sauf qu'il n'y a pas de preuves, et que l'Iran a dit mais non, absolument pas nous, on n'a rien fait. On n'a jamais bombardé qui que ce soit, nous. Hein? Ah tiens, c'est bizarre. Alors ils se disent, oui, mais alors si ça continue comme ça, s'ils bombardent encore d'autres pétroliers, on va déclarer la guerre quand même.
Oh bah c'est bizarre ça, tiens. Ça me rappelle une histoire de fiole, vous savez, petite fiole qu'on avait présentée. Hein. Vous avez vu cette fiole? C'est une fiole de poison, c'est Saddam Hussein. Hein. Alors c'est Saddam Hussein. Hein. Voilà. Et voilà comment on a détruit l'Irak, comment on a tué plus d'1 million de civils. Par une petite fiole de merde qui a jamais existé. Et voilà comment on a justifié la destruction de l'Irak. Hein, suite au 11 septembre, qui était absolument pas dû à l'Irak. On est d'accord, hein. Ben aujourd'hui, ben ils bombardent des pétroliers. Qui ça? Ils bombardent. Ils sabordent eux-mêmes leurs propres pétroliers, faisant passer l'Iran pour le responsable, pour pouvoir ensuite les attaquer. Voilà les petites mouches dans le lait qui servent de déclencheur aux conflits mondiaux. Hein, le genre de conneries que les gens avalent encore. C'est sidérant. Et il va leur falloir une petite mouche dans le lait identique pour déclencher le krach financier mondial bancaire. Hein. Je ne sais pas quoi encore, mais ça va nous tomber sur le pif. Donc préparez-vous. Je ne peux pas vous dire mieux, regardez ça, mais putain, mais ça crève les yeux, quoi. Moi, ça me crève les yeux. Qu'est-ce que c'est? Comment ils osent encore? Un enfant de 5 ans le verrait venir, le coup, là. Un enfant de 5 ans le verrait venir, voilà. Un joueur d'échecs le voit venir, le truc, hein. T'essayes de faire... T'essayes de faire maths en 3 coups, là, mais ça se voit, ton truc, là. Le mec qui sait jouer aux échecs, il le voit que t'es en train d'essayer de lui faire le coup du berger, là. Attends... Non mais franchement, accuser l'Iran de bombarder des pétroliers d'Arabie Saoudite à la veille d'un conflit entre l'Iran et la Nord. Ah ouais, c'est juste, c'est risible. C'est risible les gars, vous êtes risibles. Hein. Alors, pour parler d'un autre sujet un petit peu moins grave, non, je plaisante, pour parler d'un sujet encore plus grave, sachez que Israël, ah bah oui, je suis obligé d'en parler, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de bombarder Gaza. Pour la 2e nuit consécutive. Ah bah oui, parce que Gaza, on le sait, c'est une armée super puissante, c'est une armée dangereuse pour Israël. Oui, bien sûr, ce sont des gens extrêmement dangereux pour Tsahal. Je plaisante, bien sûr. Gaza n'a pas d'armée, les Palestiniens n'ont pas d'armée, ils ne sont absolument pas dangereux pour les Israéliens. Mais par contre, les Israéliens se servent de l'armée israélienne, la vraie armée hein, militaire, pour bombarder Gaza, qui est une zone civile, dans l'impunité totale, générale, et sous le regard de tous les pays du monde qui disent « Oh, c'est pas grave, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est Israël, la protection d'Israël, la sécurité d'Israël, ça passe avant tout. » C'est-à-dire que ça passe avant toutes les résolutions de l'ONU. Les résolutions de l'ONU, c'est un pays, une armée n'a pas le droit de bombarder un pays, ou en tout cas une zone civile. Hein. Bah, Israël le fait depuis de nuit et depuis des années, et on dit oui, mais c'est quand même pas grave, parce que c'est la sécurité d'Israël, ça passe avant tout. S'ils peuvent massacrer tous les Palestiniens parce que c'est leur sécurité, bah il faut qu'ils le fassent. Hein. Oui, on sait, c'est pas bien, on sait, c'est condamnable par l'ONU, mais l'ONU ne fait rien de toute façon et nous ne ferons rien. Pourquoi? Non, parce que c'est la sécurité d'Israël. Hein. Sarkozy avait dit la sécurité d'Israël, c'est le combat de ma vie. Hein. C'est Sarkozy qui avait dit ça, quand même, président de la France. Le combat de sa vie, c'était la sécurité d'Israël. Hein. Et après, moi, on me dit, mais non, mais il n'y a pas d'emprise sioniste dans le monde. Ça, c'est du complotisme. Allez vous faire foutre, d'accord? Voilà. Alors, en plus, parallèlement à ça, les Israéliens, le gouvernement israélien, a suspendu la zone de pêche qui était réservée pour ces pauvres Palestiniens qui n'ont plus qu'un tout petit carré de terre pour cultiver, sur lesquels ils envoient des pesticides en permanence et des produits chimiques en permanence, hein, je parle des Israéliens, mais ils ont aussi un tout petit morceau de mer pour pouvoir pêcher un petit peu, pour nourrir un peu la population. Sachez que Gaza est l'endroit, c'est tout petit hein, Gaza, hein, je ne sais pas si vous savez que c'est très petit, c'est l'endroit le plus peuplé au monde, c'est-à-dire c'est là où on a concentré le plus de gens au mètre carré, au kilomètre carré. C'est l'endroit le plus peuplé au monde. C'est une grande concentration à ciel ouvert, d'accord? Ils ont un tout petit bout de mer pour pouvoir pêcher quelques poissons, pour pouvoir nourrir les gens. Eh bien, ils viennent de leur supprimer, figurez-vous. Ils leur ont supprimé la zone de pêche. Elle est fermée, c'est fini. Et quand on dit elle est fermée, ils n'ont pas mis des filets. Non, c'est des bateaux de guerre qui surveillent pour voir s'il n'y a pas un petit bateau de pêche qui viendrait éventuellement poser une petite canne pour... Non, bam! Interdit de pêcher, interdit de faire de l'agriculture parce qu'ils leur balancent des produits chimiques sur leur sol. Bombardés nuit et jour depuis 2 jours par une armée régulière. J'ai juste envie de vomir. Oui, c'est une vidéo qui va s'intituler « Envie de vomir ».
Je vous le dis. Et j'ai tellement envie de vomir que je vais finir par une info personnelle qui me touche. C'est une avant-dernière information, c'est que je suis allé à mon consulat de France, qui est dans ma ville, ici au Maroc. Je leur ai dit, voilà, j'ai un problème. Ça fait 1 an que je suis marié, puisque nous sommes aujourd'hui le 14 juin, je me suis marié le 16 juin l'année dernière. Je suis marié, je suis français, je suis marié avec une Philippine depuis 1 an, et je ne peux toujours pas avoir de visa pour que je puisse emmener ma femme en France, lui présenter ma famille et mon pays. Ils m'ont dit, ah non, mais là on ne peut rien faire. Ah bon? J'ai dit, le consul de France ne peut pas m'octroyer un visa exceptionnel et provisoire, peut-être 3 semaines même. Ah non, on ne peut pas. Ah bon? Non, parce que maintenant l'organisme qui délivre les visas, c'est un organisme indépendant, qui ne dépend plus de nous, et on n'a même plus le droit, on n'a pas le droit même de les contacter. C'est-à-dire qu'il faut les contacter vous-même. Alors ils m'ont dit, nous on n'a même pas le droit d'appeler pour leur dire de faire une faveur ou quoi, on n'a plus le droit. Merci. À quoi vous servez au fait? Pardon? Vous servez à quoi, le consulat? À renouveler mon passeport quand il sera périmé. Ah d'accord, ok. Merci, merci beaucoup. Mais pour renouveler mon passeport, je peux aller en France et le faire en France. J'ai pas besoin d'un consulat. Hein. Mais par contre, on les paye, hein, les fonctionnaires des consulats. Ils ne servent strictement à rien. Alors par contre, en substance, on m'a dit, ah mais par contre, prenez vite un rendez-vous avec eux, l'organisme qui donne les visas, parce que si vous demandez rendez-vous maintenant, vous l'aurez en septembre, le rendez-vous. Parce que moi, je comptais venir cet été, peut-être voir mes parents avec ma femme. Ils m'ont dit, vous aurez le rendez-vous au mois de septembre, si vous le demandez maintenant. Et après, ils m'ont dit, une fois que vous aurez posé votre demande, il faudra attendre jusqu'à 2 mois pour avoir le visa. C'est-à-dire que s'ils l'accordent, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas prendre en considération le fait que je suis marié. Parce que je suis marié à l'église et que sur le plan de la loi française, ça ne compte pas. C'est pas un mariage. Alors ils m'ont dit, mais il est où votre dossier de mariage civil? J'ai dit, il se balade. Il se balade entre la Libye, parce que l'ambassade des Philippines est en Libye, et il n'y a pas d'ambassade des Philippines au Maroc, et donc il faut que j'attende. Et comme ils viennent qu'une fois tous les 6 mois au Maroc pour prendre tous les documents, ils sont venus prendre notre acte de mariage il y a seulement 2 mois, et ils sont bloqués en Libye à cause de la guerre et des événements qu'il y a là-bas. Donc ils n'ont pas encore envoyé notre dossier aux Philippines, donc ça va prendre encore 6 à 8 mois. Ah bon, d'accord, c'est dommage? Oui, c'est dommage. Oui. Voilà, je vous explique, parce que je ne suis pas le seul à qui ça arrive, donc c'est pour ça que je vous le dis. Alors ils m'ont dit, bah, faites quand même votre demande de visa, vous aurez votre rendez-vous en septembre, et puis peut-être qu'ils vous donneront un visa d'ici novembre. Allez vous faire enculer. D'accord? Tous. Tous. Pas vous, hein. Je parle de l'État, du gouvernement français et de sa machine administrative. Je vous emmerde profond. Dès que je pourrai, je dis bien dès que je pourrai, je cramerai mon passeport français, je vais demander ma déchéance de nationalité française. Dès que j'aurai la possibilité d'avoir une autre nationalité. J'ai honte de mon pays, j'ai honte d'être français. C'est la honte. Et pendant ce temps-là, on ouvre les portes à tous les migrants, on ouvre les portes à tout le monde, bienvenue, mon cul sur la commode. Et moi, j'ai pas le droit d'amener ma femme en France depuis 1 an. Et je vais encore devoir attendre probablement 9 mois. Allez vous faire foutre. Je terminerai, c'est pas du tout un coup de colère, hein, vous l'avez remarqué. Je terminerai par une petite étude qui est sortie dans un ouvrage qui s'appelle La civilisation du poisson rouge. Ils ont fait une étude qui démontre que l'attention d'un adulte est aujourd'hui réduite à 9 secondes pour les moins de 30 ans. 9 secondes d'attention. Donc je vous remercie si vous avez écouté ma vidéo jusqu'au bout, ça veut dire que vous avez réussi à avoir 29 minutes 35 d'attention. Merci aux tipeurs en tout cas, si vous me faites des dons, essayez de ne pas les faire par PayPal, ça serait gentil. Et puis on se retrouve sur Facebook, VK à Jim Leveilleur. Bye bye, à plus tard.